Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Bon début de semaine, Mario. Ouais, avec l'élection de M. Carney, tu veux nous parler d'abord de ce que le facteur Trump pourrait jouer comme rôle dans une élection au Canada, mais je mets la table avec un message d'un de nos auditeurs ce matin, Vincent, qui nous dit « Lorsque Trump va dire de M. Carney qu'il est le gouverneur du Canada, Carney va pas le prendre mal puisqu'il a été gouverneur de plusieurs banques. C'est un titre qu'il a porté comme gouverneur de banque à répétition. » Là, Vincent dit « Bon, assez de joke plate, bon lundi », mais c'est pas une joke plate, je la trouve plutôt bonne. C'est vrai qu'il a été gouverneur de grandes banques 2 fois plutôt qu'une, du Canada et d'Angleterre. Jamais avant lui un non-anglais, un citoyen qui n'était pas britannique, avait eu l'honneur et les responsabilités qui viennent avec le titre de patron de la Banque d'Angleterre. Donc, quelqu'un qui appartient au monde de la haute finance, qui a travaillé aussi chez Goldman Sachs, qui a été fonctionnaire aux finances du Canada, et qui hier a fait la démonstration qu'il ne pouvait pas y avoir de contraste plus saisissant entre le Canada et les États-Unis. Le discours de M. Carney, disons-le, assez soporifique si on le contraste avec ce à quoi nous a habitué Trump depuis quelques semaines, quelques mois. Là, tu as vraiment 2 incarnations de ce que sont les bêtes politiques. Mais si on rentre en campagne au Canada dans 10 jours, là, tu soulèves la question intéressante. Est-ce que déjà Trump va la monopoliser à cause de sa menace de tarifs? Déjà, il est au centre de la discussion. Mais ce qu'on semble oublier, nous, c'est que il pourrait aussi se remettre au centre de la discussion par des déclarations quotidiennes, des déclarations à la porte-pièce. En fait, il pourrait jouer à nous hypnotiser là, avec son pendule dans notre face pendant la campagne. Là. Et c'est probablement la meilleure chance de M. Carney qui, quant à moi, n'a pas encore fait la démonstration que c'était un politicien capable de connecter avec l'ensemble des électeurs, mais dans un contexte où le seul thème, c'est la résistance au rouleau compresseur Trump, l'ex-banquier, l'ex-gouverneur des banques du Canada et d'Angleterre, quelqu'un qui connaît les marchés financiers, qui pourra faire valoir qu'il est capable de négocier, de se tenir debout. Ça peut devenir un facteur, enfin non seulement ça peut, c'est déjà un facteur fédérateur. On l'a vu que le Parti libéral est dans les sondages en bien meilleure position qu'il ne l'était il y a 6 semaines, 7 semaines. Donc, le facteur Trump va être déterminant dans ce qui pourrait devenir une campagne monothématique avec, pour M. Poilievre, une difficulté sur sa droite ou son extrême droite, je ne sais pas comment on doit appeler ça. Il y a de sa base électorale qui dit « Hey, regarde ce qui se passe aux États-Unis, en voilà un qui sait gouverner, qui sait montrer comment on doit faire les choses, qui fait le ménage. » T'as vu le sondage léger la semaine passée? Dans les gens qui votent Poilievre, là, il y en a 27. Tu sais, les pro-Trump, là, c'est pas 2-3%, là, c'est 27. Mettons un quart des gens qui voteraient Poilievre sont pro-Trump au Canada. Alors que dans les autres partis, il n'y en a pas. Essentiellement, c'est 0, là, des pro-Trump. Et ils sont archi-mobilisés. Et il faut voir que pour qu'un gouvernement conservateur l'emporte, il y a besoin de plus de suffrages exprimés que pour un gouvernement libéral. Le système défavorise historiquement. Je te parle évidemment de la combinaison de ce qu'il faut pour former un gouvernement minoritaire et à plus forte raison majoritaire. Les conservateurs sont déjà dans une position difficile. Il faut qu'ils surperforment. Puis tu as le quart de ta base électorale qui dit comment se fait-il que tu n'appuies pas Trump? Trump s'est déjà mêlé de la campagne. Il a, dans une entrevue donnée au Spectator en Grande-Bretagne, dit j'aime pas ce qu'il dit de moi, parlant de Poilievre, rappelant que c'était pas un homme MAGA. Donc, c'est quoi la solution? Est-ce que s'il décide de se mêler de la campagne, et ça serait contre-productif pour les conservateurs, on imagine un Trump, Musk ou un autre dire Maxime Bernier, s'il décide de se lancer. C'est lui l'allié de Trump, dans le fond, là. Ben, est-ce qu'il deviendrait l'homme MAGA? J'en sais strictement rien. Hein. Je ne dis pas ça. J'ai pas entendu Maxime Bernier personnellement se prononcer là-dessus. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer, comme l'ont fait les gens autour de Trump au cours des dernières semaines, qu'il se prononce pour Bernier, qui apparaîtrait comme celui qui incarne vraiment le mouvement MAGA? Et je répète, je ne dis pas que Bernier, lui, revendique ce rôle-là. Je dis que ça pourrait arriver avec le risque pour M. Poilievre qu'une partie de sa base électorale lui échappe parce qu'il sera incapable de réconcilier d'un côté le rôle de capitaine Canada qui doit incarner, ses publicités le disent, hein, je suis pas cute, mais je suis capable de me tenir debout. Alors, tu dis ça, puis à côté, évidemment, tu as une partie de tes électeurs qui disent, mais comment se fait-il que tu n'es pas davantage MAGA? Alors, à la question qu'on posait, je crois que Trump s'est non seulement invité, mais est déjà le facteur déterminant de la campagne que nous allons traverser au cours des prochaines semaines.
Ouais, mais dans tout ça, l'histoire, on est beaucoup sur les tarifs avec Donald Trump, mais l'histoire qui naît en parallèle dans le New York Times, puis là, on comprend que la discussion avec M. Trudeau là, de 50 minutes la semaine passée, dont M. Trudeau veut pas parler, que l'élément caché, l'élément secret, ce serait une ouverture de Trump sur la question des frontières, là, qu'il voudrait revoir, considère qu'il y a 100 ans, la frontière entre le Canada et les États-Unis n'a pas été bien dessinée et qu'une autre fois, les États-Unis, qui se font toujours avoir en matière de commerce, les pauvres États-Unis se sont fait avoir sur la frontière. En 1908, lorsqu'ils ont décidé de s'entendre avec l'Angleterre et donc le Canada sur le tracé final de la frontière, gestion des Grands Lacs, et la frontière passe par les Grands Lacs. Donc, est-ce que ces Grands Lacs ne seraient qu'américains, une des plus grandes réserves d'eau douce au monde? On peut imaginer que M. Trump est de cet avis. Et la question que je pose, puis je sais que je vais te lasser, mais moi, je me suis fait l'exercice. Est-ce qu'on peut être surpris que les Américains ne respectent pas la souveraineté nationale, peuvent s'inviter dans l'histoire des pays qui ont croisé le chemin des Américains? Puis j'ai fait une liste, mais vraiment, et puis on parle aussi beaucoup du respect du droit international. Qu'est-ce que c'est que le droit international? J'ai fait une liste très rapide, puis on pourrait y revenir parce que c'est un élément de réflexion sur des événements qui ont marqué l'histoire des 50, 60 dernières années. En 1953, les Américains avec les Anglais vont faire en sorte que le régime de Mossadegh en Iran est dégommé. 1954, dans la cour arrière des États-Unis, au Guatemala, c'est le régime de M. Arbenz qui est dégommé aussi, avec la faveur particulièrement des deux frères Dulles, qui étaient secrétaires d'État et patron de la CIA. Et si ma mémoire me sert bien, à l'époque, un des deux, ou sinon les deux, avaient été sous le conseil d'administration de la United Fruit, grosse entreprise américaine qui avait transformé en jardin privé le Guatemala. Et quand on a voulu reprendre le contrôle sur ses ressources, un peu comme M. Trump dit vouloir le faire pour les États-Unis, quand les Guatémaltèques ont dit « Hey, le territoire nous appartient, on devrait avoir de meilleures redevances », on renverse le régime. En 56-57, c'est en Syrie déjà que les Américains fricotent pour essayer de changer le régime. La guerre du Vietnam, est-ce que c'est un souvenir prégnant, oui ou non? Même des alliés des Américains au Vietnam Sud sont renversés parce que M. Kennedy perd patience, le régime de M. Diem en 1963. Au Congo, la Nouvelle République du Congo en 1960, le premier premier ministre élu démocratiquement, Patrice Lumumba, qui va être abattu, tué, et très certainement avec la complicité de la CIA. La liste comme ça continue. Dans le continent américain, l'Argentine, en 1976, c'était à ce moment-là... Là, tu cites des exemples où les Américains se sont mêlés des affaires des autres, ont influencé le cours de vie d'autres pays. Mais comment est-ce possible, pour un pays dont Trump nous dit aujourd'hui qu'ils sont victimes, qui ils ont jamais eu d'influence, ils se sont toujours fait avoir. Là, tu nous décris ce même pays comme renversant des gouvernements ailleurs dans le monde. Mais je le décris pas. D'abord, c'est pas un truc à moi. Là. C'est historiquement fondé. 2001, en Afghanistan, on s'est invité. Alors, au nom d'une guerre à finir contre ceux qui auraient hébergé Oussama Ben Laden, on a d'ailleurs invoqué l'article 5 de l'OTAN. Les alliés européens sont venus appuyer les Américains dans cette guerre qu'ils ont déclenchée en Afghanistan. 2003, en Irak. 2011, le renversement du régime de Kadhafi en Libye. En 2014, les Américains sont très présents dans ces révolutions de couleur en Ukraine dont on parle aujourd'hui. L'assistante secrétaire d'État aux affaires européennes, Victoria Nuland, qui, avec l'ambassadeur américain sur place à Kiev, discutaient ensemble de ceux qu'il fallait désigner pour former le prochain gouvernement. Est-ce que c'est de l'ingérence? Évidemment, c'est de l'ingérence. Alors, quand on entend la surprise tétanisée qu'on a au Canada, je la comprends évidemment, mais on peut pas se surprendre parce qu'on a pu, depuis 70 ans, constater que les Américains, quand ils veulent quelque chose, en général, ils sont capables de faire en sorte que les mécanique de l'histoire et le broyeur de l'histoire se mettent en place. On parle aussi beaucoup de droit international. Il se trouve qu'il y a un traité qui a été négocié à Ottawa, le fameux traité d'Ottawa sur les mines antipersonnelles, jamais ratifié par les États-Unis. Le statut de Rome ou les statuts de Rome qui ont créé la Cour pénale internationale, jamais ratifié par les États-Unis. La liste des grands traités internationaux qui n'ont jamais été ratifiés ou signés par les États-Unis est infinie parce que les Américains, depuis toujours avant Trump. Et c'est ça que je veux rappeler, c'est que il y a Trump qui, lui, arrive avec ses gros sabots, se gêne pas, fait de l'intimidation, mais les États-Unis, de façon plus discrète, peut-être
diplomatiquement mieux emballés, ont toujours veillé à leurs intérêts, et s'ils ne sont pas partants, j'allais dire la Convention sur la biodiversité, négociée en partie par Jean Charest, si encore une fois la mémoire me sert bien, en 1993, alors qu'il était ministre canadien de l'Environnement, jamais signé par les États-Unis, parce que les Américains refusent d'être enchaînés à des traités trop contraignants. Le droit international, ça fait leur affaire quand ça sert leurs intérêts, mais autrement, ils ne veulent d'aucune manière, par exemple, que leurs militaires puissent être traduits devant des tribunaux pour crimes de guerre. C'est hors de question que les Américains jamais n'acceptent ça. C'est pour ça d'ailleurs que quand on voit M. Netanyahou se déplacer à Washington, il n'y a pas de souci pour lui, puisque les mandats d'arrêt qui pèsent contre lui ne seront jamais exécutés par un pays qui n'a pas signé le statut de Rome, comme les États-Unis. Alors aujourd'hui, tu m'excuseras, tout ce détour, pas du tout indigné, mais je pense que ça vaut la peine de rappeler que historiquement, depuis toujours, sinon depuis la Deuxième Guerre mondiale, la puissance américaine, elle n'a jamais arrêté d'être opérante quand leurs intérêts étaient en jeu. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils vont changer unilatéralement le tracé de la frontière, envahir le Canada? C'est pas du tout ce que je dis. Mais on devrait ne pas être surpris et prendre acte que dans les rapports entre les États, c'est toujours le rapport de force qui l'emporte. et la seule question, c'est s'ils décidaient de changer la frontière unilatéralement, de dire que les Grands Lacs, comme on a changé le nom du Golfe du Mexique, que les Grands Lacs appartiennent qu'au Canada. On irait se plaindre où? À un tribunal international? On résisterait comment? En envoyant la Sûreté du Québec, la police provinciale à la frontière. Non, mais si un autre pays prend ton territoire, il te reste juste envoyer l'armée, puis ça s'appelle une guerre, là. Mais je veux dire, exactement, mais alors je te pose la question, quelle armée? Mais moi, c'est pour ça que je t'ai intéressé à t'en parler. Moi, quand j'ai vu cette affaire-là de la frontière, ma connaissance de l'histoire là, de l'humanité depuis 2 siècles, quand tu veux partir une guerre, tu joues sur les frontières. Tu joues là-dessus. Tu dis que la frontière est mal dessinée, c'est la plus belle façon de partir une guerre. On aura l'occasion. Alors, est-ce qu'il y aura une guerre? Non, mais là, après ça, on l'annonce pas. C'est pas. On l'annonce pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme. C'est ça. Tu t'en vas. C'est pire que, pour moi, c'est pire que les tarifs, là. C'est sur quelque chose de beaucoup plus sensible encore que les tarifs. Et qu'est-ce qu'on a à offrir en réponse? 4 tire-poids? Ah ouais, c'est ça aussi la vérité. Tu te retrouves dans... Ça nous renvoie à notre extrême faiblesse. On aurait investi davantage dans l'armée, on serait pas capable de changer quoi que ce soit, mais on a 0 rapport de force. C'est brutal, c'est un réveil. Pour l'ensemble de la planète, les Européens sont dans la même logique. On va continuer à en parler. Il y a juste plus d'anesthésiens pour l'amputation. Et je ne parle pas d'un territoire canadien amputé, mais ça fait juste plus mal avec un Trump qui, lui, se gêne pas pour dire ce qu'il pense, et peut-être le verrons-nous le faire. Merci Stéphane, à demain.